Kuki Shuzo est un philosophe qui a publié dans les années 1920-1930, généralement connu pour sa structure de l'iki, traduite en 6 langues et réédité indéfiniment en livre de poche chez Iwanami. J'ai souvent rencontré des Japonais étrangers à l'université qui ont lu cette œuvre, bien que ce soit moins le cas des jeunes générations. Dans le monde de la recherche, il est souvent présenté comme un philosophe écartelé entre le sensuel et le rationnel. Pour ma part, j'ai essayé de substituer à ce schéma psychologisant de l'écartèlement une tension plus philosophique en resituant l'œuvre de Kuki dans son contexte intellectuel, littéraire et politique, en vue de voir avec qui Kuki a dialogué et contre quoi il a pensé. Autrement dit, ma méthodologie a consisté à présenter une pensée en dialogue avec un contexte. Contrairement à ce que pourrait laisser à penser son sous-titre, Kuki Shuzo, philosophe japonais, ma thèse n'est donc pas une simple monographie sur un philosophe d'un pays, mais un essai d'histoire de la philosophie qui allie histoire intellectuelle et analyse conceptuelle. D'une part, établir un dialogue entre Kuki et le contexte, c'est-à-dire les rapports entre Kuki et des individus, entre Kuki et des communautés nationales rythmées par des courants littéraires, intellectuels, politiques, ce qui suppose un travail d'histoire intellectuelle, et d'autre part, présenter les solutions personnelles que Kuki a tenté d'apporter aux problèmes dérivant de ce contexte, c'est-à-dire l'émergence de concepts à prétention universelle, ce qui suppose un travail sur les concepts. Or, cette méthode me semble plus proche de notre réalité concrète, à nous tous, où tout un chacun est constamment en situation de rencontre et de dialogue, comme c'est le cas ici, avec un contexte et s'individualise à partir de ce contexte même. C'est d'ailleurs l'une des thèses philosophiques que j'ai tirées de l'étude de la pensée de Kuki. De ce point de vue, ma thèse est méthodologiquement une mise en application de cette idée philosophique. Quel est donc le contexte intellectuel auquel était confronté Kuki? Pendant ses années d'étudiant, dans les années 1910, c'est ce que Kalaki Junzo a appelé Taisho Kyoryo Shugi, que j'ai traduit par le mouvement pour la culture de l'ère Taisho, qui a le plus de succès dans le monde intellectuel, notamment chez les jeunes littéraires. C'est un mouvement qui encourage la constitution d'une culture générale, en japonais kyoyo, notamment littéraire, philosophique et historique, se faisant librement et menant au développement de l'individualité en réaction à la formation, en japonais shuyo, considérée à l'époque comme une éducation désuète et confucianiste qui exige qu'on se conforme à un moule, à un modèle prédéterminé par l'autorité, c'est le fameux kata. Le livre à succès d'Abejiro, Santalo no Nikki, le journal de Santalo, publié en 1914-1918, considéré à l'époque comme la Bible de la jeunesse littéraire, incarne l'idéal de ce mouvement. Par la lecture de grandes œuvres de l'humanité, le but de Santalo consiste à cultiver son individualité intérieure, sa personnalité, irréductible à sa nationalité et à son milieu social. Cependant, le dessein de ce mouvement n'est pas la simple culture de l'individualité, mais la connexion à l'humanité universelle, ce qui fait de lui un humanitarisme. L'individu et l'universel sont posés séparément, mais l'individu génial, qui se réalise lui-même, se lie directement à l'universel. En ce sens, le mouvement pour la culture de l'ère Taisho peut être appelé individualisme universaliste. Dans la période de transition entre l'ère Taisho et l'ère Showa, dans les années 1920, deux courants intellectuels et politiques montent en puissance, notamment dans un contexte de crise économique et politique. Le marxisme, qui insiste sur la classe ouvrière contre l'universalisme bourgeois, et la réaction nationaliste, qui insiste sur la spécificité culturelle du peuple japonais contre l'universalisme occidental. Voilà très succinctement les trois temps, les trois ismes de l'histoire intellectuelle et politique du Japon des années 1910-1930, bien connus des ouvrages d'histoire, libéralisme, marxisme, ultranationalisme. Kalaki Junzo a proposé une interprétation de la transition entre l'ère Taisho et le début de l'ère Showa du point de vue des concepts d'individus, d'espèces et de genre, en japonais ko, shu et lui. Pour Kalaki, les intellectuels de l'ère Showa ont mis à l'honneur l'individu et le genre, autrement dit le moi et l'humanité. Et ensuite, les courants les plus influents du début de l'ère Showa, l'espèce,
peuple, État, société, qui se trouve entre l'individu et le genre, c'est-à-dire qui englobe des individus, mais qui, gardant une spécificité historique, culturelle ou sociale, est cependant moins générale que le genre, l'universel comme totalité de tous les individus et de toutes les espèces. L'originalité de ce schéma interprétatif, c'est qu'il regroupe les mouvements marxistes et nationalistes dans un même grand moment, celui de l'espèce. Pour Watanabe Kazuyasu, un autre grand historien intellectuel, les acteurs de cette époque étaient en outre préoccupés par le problème suivant. Comment des sujets indépendants créent une communauté nouvelle? Kalaki et Watanabe insistent donc tous deux sur l'intermédiaire entre le jeu et l'universel, appelé espèce par Kalaki et communauté par Watanabe. Cependant, à mon sens, on ne s'est pas seulement concentré à l'époque sur la communauté collective, sur le nous collectif, mais aussi de manière plus restreinte sur ce qu'il y a de commun à un je et à un tu, c'est-à-dire sur le nous dual. Ainsi, si j'utilise le pronom nous, c'est parce qu'il désigne aussi bien, c'est parce qu'il peut désigner aussi bien la collectivité que la relation entre un je et un tu. D'autre part, à l'époque, on ne s'est pas seulement concentré sur la communauté à construire, comme le dit Watanabe, mais sur la communauté déjà donnée. Il s'agit donc, d'une part, d'une tension entre le nous dual et le nous collectif, et d'autre part, il s'agit d'une tension entre ce qui est donné et ce qui est à constituer, entre ce qui est et ce qui doit être. J'ai donc interprété l'œuvre de Kuki comme une philosophie en dialogue avec le contexte, c'est-à-dire comme une philosophie du nous, en tension. La problématique du nous, nouvelle dans les études sur Kuki, m'a alors permis d'interpréter, selon un point de vue unitaire, son œuvre entière, tout en variant le concept, c'est-à-dire tout en montrant la pluralité, la complexité de l'œuvre. En rapport avec ce nous donné, la notion qui a été beaucoup employée par les intellectuels de l'époque, les philosophes notamment, quoique non thématisée par eux, et qui n'a pas été analysée par les commentateurs, c'est celle de concret, gutai tekinamono, mise en valeur notamment dans le monde philosophique japonais des années 1920-1930, comme c'était le cas en Allemagne et en France, deux pays où Kuki a séjourné entre 1921 et 1928. Cette valorisation du concret se fait dans un contexte plus large de la montée au Japon de la culture populaire, qui se réfère au quotidien vécu de manière collective. Le concret désigne généralement un nous concrètement donné, c'est-à-dire une communauté d'affection entre moi et autrui, ce qui suppose des corps, comme l'exprime d'ailleurs le second caractère de gutai, tai, karada. Dans cette perspective, l'individu indépendant de son milieu en est une abstraction. Seul, il ne ressent aucune affection, car on ne ressent de l'affection qu'en étant affecté par autrui. L'individu indépendant est sans corps, simple idée abstraite. La montée en puissance des courants intellectuels et politiques mettant en valeur le nous d'une classe particulière ou le nous d'un peuple particulier peut d'ailleurs être interprétée comme ce besoin de saisir une communauté déjà donnée, plus concrète que le moi isolé, célébré par l'individualisme universaliste de l'ère Taisho. Qu'est-ce donc que le concret donné dans l'œuvre de Kuki? Lisons l'introduction de la structure de l'Iki que vous avez, je crois, ça a été distribué ou pas? Non, c'est bon. Donc, Kuki identifie explicitement le concret donné à une figure du nous. Je vais le lire. Nous devons tout d'abord partir du concret donné. Ce qui nous est immédiatement donné, c'est le nous, ou encore le peuple ethnique, Minzoku, qu'on peut considérer comme la synthèse du nous. Et le mode d'être du peuple, lorsqu'il est nodal pour ce peuple, apparaît dans une signification déterminée. Aussi, cette signification déterminée se ferait un chemin par la langue. La notion clé ici est Minzoku. Elle a été créée sous l'ère Meiji vers 1890 pour traduire le terme anglais « nation ». Les membres de la Société pour l'éducation politique, Seikosha,
emploie Minzoku en réaction à l'occidentalisation du Japon pour désigner la communauté historique japonaise déterminée culturellement et géographiquement, la communauté incarnant un génie national, kokusui, par définition distinct de ceux des autres peuples. Hozumi Atsuka, en liant Minzoku à l'idée de kokutai, corps national, en a une vision plus biologique, le définissant comme une entité familiale liée par le sang, ayant pour chef l'empereur et pour enfant, en japonais sekishi, ses sujets, shinmin. Ainsi, selon les dictionnaires, Minzoku peut être traduit par peuple ou nation, mais aussi par ethnie ou même race. Kevin Doak traduit le mot par peuple ethnique, ethnic people, et moi aussi, je le suis, car ethnie, en français, le mot français ethnie, exprime bien l'ambivalence de la notion de Minzoku. Après la Grande Guerre, la notion de Minzoku est employée en référence au droit des peuples à l'autodétermination, en japonais Minzoku Jiketsuken, qui implique le fait qu'il existait auparavant des peuples, au sens ethnique, qui ne s'étaient pas encore déterminés, c'est-à-dire constitués en État, ce qui implique l'insistance sur la distinction entre peuple et État. Ainsi, la notion de Minzoku désigne toujours une communauté historique avec des spécificités culturelles données, tandis que certains y ajoutent en outre la référence biologique au sang, comme on l'a vu avec Hozumi. Contrairement au peuple ou à la nation, qui se constitue politiquement, d'où le mot en français de constitution, notamment par la voix du législateur, Minzoku est donc toujours considéré comme donné, que ce soit culturellement ou biologiquement. Remarquons en outre, avec Kevin Doak, que la notion de Minzoku n'est pas l'apanage du nationalisme ethnique. Certains libéraux et marxistes vont aussi employer le terme Minzoku en un sens positif. Les libéraux, comme Yoshino Sakuzo, au nom de la démocratie et du droit des peuples à l'autodétermination, contre le nationalisme autoritaire construit autour de l'État, en japonais Kokkashugi. Les marxistes, comme Aoyama Ikuo, au nom de la lutte des peuples contre l'impérialisme capitaliste. Chez Kuki, le nationalisme ethnique n'est pas racial, mais culturel. Notre auteur insiste notamment sur le caractère donné du peuple comme communauté linguistique. Pour notre auteur, le concret donné, ou ce qu'il appelle ce qui nous est immédiatement donné, n'est pas quelque chose de purement individuel ou universel, mais la communauté collective dont la signification est exprimée par la langue, le nous linguistique d'un pays particulier, en l'occurrence celui du Japon. Si ce qui nous est immédiatement donné est le nous ethnique, dont la signification est exprimée par la langue, alors tous nos comportements sont toujours déjà imprégnés d'éléments langagiers. Autrement dit, ce que je comprends est en fait ce que nous comprenons, c'est-à-dire ce que comprend le peuple ethnique auquel j'appartiens. Le sujet de l'interprétation est le nous, ce qu'il y a d'ethnique chez le je qui interprète. Or, le donné immédiat et concret étant le nous ethnique et linguistique, le mot iki est lui-même nécessairement ethnique, c'est-à-dire particulier, irréductible aux autres langues. Celui qui interprète étant ethnique, le nous, l'objet interprété, l'iki, l'est aussi. Ainsi, selon Kuki, non seulement le mot correspondant à iki, mais aussi le phénomène lui-même n'existe pas en dehors du Japon. Pour résumer, il s'agit donc d'une logique de l'identité. L'objet de l'interprétation est identique au sujet de l'interprétation, à savoir le nous. C'est d'ailleurs cette identité ethnique entre sujet et objet qui justifie logiquement et implicitement l'idée exclusive d'absence de l'iki en dehors du Japon. Un autre phénomène du nous est cependant décrit dans le corps même de la structure de l'iki. L'originalité de la compréhension kukienne de l'iki réside dans l'insistance sur la communauté de champs de tension entre la femme et l'homme, ce qui fait de la structure de l'iki un essai philosophique traitant de la relation duale entre un je et un tu. En effet, les trois attributs qui déterminent l'iki selon notre auteur sont tous des phénomènes qui supposent la relation duale. Son attribut premier et fondamental étant la séduction, en japonais bitai, dirigée vers l'autre sexe, définie comme, je cite Kuki, vous avez la traduction, l'attitude duale où le soi en tant qu'un pose devant lui-même l'autre sexe et constitue une relation possible entre lui et l'autre sexe. Le phénomène de l'iki est donc une visée de l'union avec autrui,
mais n'est pas l'union elle-même, car il disparaîtrait avec la réalisation de cette fin, l'union. Le phénomène de l'iki n'est pas une union, mais toujours une tension de séduction réciproque entre deux individus. Pour qu'il y ait séduction, tension iki, il faut donc faire durer la relation duale, c'est-à-dire défendre la possibilité en tant que possibilité, comme le dit Kuki. Tout l'intérêt de la théorie kukienne de l'iki est là. Je pose une possibilité, une relation possible avec l'autre, mais délibérément je ne la réalise pas. Je la laisse possible. Que faire alors pour que la relation duale dure ? Ce sont les deux autres attributs de l'iki, les moments de la bravade et de la résignation, qui endiguent l'élan qui va de la séduction à l'union. C'est par bravade, en japonais ikiji, que l'iki, tout en étant séduction, je cite Kuki, tout en étant séduction, est en outre la conscience vigoureuse montrant une espèce de résistance à l'autre sexe. L'esprit de résistance dont le moteur est l'orgueil de l'individu qui veut conserver son individualité, c'est-à-dire sa différence par rapport à autrui, empêche la réalisation de la relation possible, l'union, la dissolution dans autrui, laquelle signifierait pour l'individu, sinon la soumission, du moins la dépendance vis-à-vis d'autrui, empêchant ainsi l'unification avec autrui, la bravade est ce qui entretient dans l'iki l'indépendance par rapport à autrui. Mais pourquoi résister à autrui ? Pourquoi au fond ne pas s'unifier avec autrui ? Certes, on vient de le voir, il s'agit de préserver sa propre indépendance par cette résistance. Mais on s'efforce de maintenir un écart avec autrui parce que l'on prévoit aussi que la parfaite union elle-même est impossible. Ici donc intervient le moment de la résignation, Akilame. Celle du cœur, je cite Kuki, celle du cœur qui a perdu toute confiance naïve envers l'autre sexe et qui se résigne avec fraîcheur. Homme d'expérience connaissant l'incertitude, ou femme d'expérience bien sûr, connaissant l'incertitude régnant dans ce monde, l'être iki a notamment vécu les peines de désillusion concernant la réalisation de l'amour. Il s'agit donc d'une retenue et même d'un mouvement de retrait par rapport à l'autre. Il ne s'agit pas là d'un abandon aveugle à la fatalité au cours des choses, mais d'une acceptation lucide du réel et un renoncement aux illusions. Autrement dit, c'est un cœur léger, plein d'humanité, dit Kuki, aguerri par ce monde flottant, sans cœur, sans pitié. Si la bravade est un sentiment combatif de résistance à l'autre, la résignation est un sentiment de désintéressement vis-à-vis de l'autre, par lequel le soi se retire de l'autre. Ces deux moments de l'iki semblent ainsi se contredire, mais tous deux endiguent la visée de la séduction vers l'union, le rapprochement entre les deux individus, c'est-à-dire renforcent l'écart dual, la tension entre la femme et l'homme. On le voit, le phénomène de l'iki est une relation complexe faite de rapprochement et d'éloignement. En reprenant les trois moments de l'iki, Kuki définit alors ce phénomène comme charme, plein d'urbanité et de vigueur. La tension de séduction entre deux individus est, on l'a vu, réciproque. Le jeu constitue la tension, donc il est actif, mais il est aussi affecté par le tu, il est aussi passif. Et selon l'attitude de ce tu, il constituera différemment la tension et vice-versa. C'est le jeu dynamique, le jeu JEU, le jeu dynamique réciproque se trouvant dans la tension entre le jeu JE et le tu, qui constitue ce que les phénoménologues appellent l'intersubjectivité iki, autrement dit le nous dual entre le je et le tu. L'iki ne désigne donc ni un simple je, JE, ni un simple tu, mais un nous. Cependant, ici, l'iki n'est ni un nous au sens d'identité, ethnique simplement donné, dans lequel le je et le tu sont en fait ce nous, ni un nous d'union où se dissolvent le je et le tu, mais plutôt le nous dual en tant que communauté de champs de tension constitués entre et par le je et le tu. Ainsi, c'est ce qu'il y a de commun à un je et à un tu, mais n'est pas l'identité du je et du tu. En outre, le nous n'est pas la simple addition d'un je et d'un tu, mais le champ de conscience entre le je et le tu. C'est ce qu'il y a entre les deux. C'est un nous entre deux. On voit alors l'ambivalence du pronom nous
et de la notion de communauté. En japonais, tomo, de kyodotai, de kyodose, tomo ni aru, tomo ni iru. En français, être avec, être ensemble, exprimé par le préfixe ko. Ambivalence entre communauté au sens d'identité et communauté au sens de ce qu'il y a de commun entre des choses différentes. Du point de vue de l'histoire intellectuelle du Japon, on peut donc émettre l'hypothèse selon laquelle la structure de l'Ikki est une réaction à l'individualisme de l'ère Taisho, celui des jeunes intellectuels comme Abe Jiro ou les artistes du courant Shirakaba qui voulaient, en bon moderne, cultiver leur individualité. Le nu-ikki se distingue radicalement de l'individualisme qui pose un individu hors sol qui serait après coup en relation d'échange ou de commerce avec un autre individu hors sol. L'ikki n'est cependant pas un holisme où les individus sont annihilés, on le voit, mais une redéfinition de l'individualité. Le je n'est jamais dissous dans le nous ou dans le tu, mais en même temps, il ne peut exister qu'en relation avec le tu. Ayant besoin du tu pour être ikki, le je n'est jamais seul, il est toujours avec quelqu'un, et c'est pourquoi, pour ma part, j'ai appelé nous cette relation ikki, par la bravade qui, je cite Kuki, affirme haut et fort la liberté, la défense de la liberté. La liberté de l'individu caractérise bel et bien le phénomène de l'ikki, mais elle n'est pas individualiste, elle est intersubjective. L'ikki ne se distingue pas seulement de la liberté individualiste, mais aussi de l'amour, comme l'affirme Kuki lui-même. Le sérieux et l'aveuglement de l'amour est en contradiction avec l'être de l'ikki. L'amour est, selon Kuki, la réalisation de l'union possible posée par la séduction, alors que l'ikki, qui n'est qu'une séduction pour la séduction, ne réalise pas l'union possible. Si Kuki a voulu distinguer aussi clairement l'ikki de l'amour, c'est, selon Miyano Makiko, pour le distinguer de la mode de l'amour à l'ère Taisho, où par exemple un Kurata Hyakuzo soutenait l'esprit de l'union du soi et de l'autre. L'autre n'existe qu'en tant qu'objet ou tremplin pour la confirmation du soi ou la réalisation du soi. Remarquons d'ailleurs que cette conception romantique de l'amour est le corollaire de l'individualisme libéral. L'ikki décrit par notre auteur, à travers sa tension duale réciproque respectant la liberté de l'autre, serait alors une réfutation de l'attachement à un soi individuel posé à l'origine, sans le concours de l'autre et ayant pour idéal l'union. La structure de l'ikki est donc caractérisée par une tension ignorée par les commentateurs, une tension entre d'une part le nous ethnique qui s'impose implacablement au je et tu, et d'autre part le nous dual qui, constitué entre et par le je et le tu, se manifeste entre eux mais ne s'impose pas à eux. Or, Kuki n'explicite pas le lien entre ces deux dimensions. Dans la théorie de la contingence, la figure du nous ne va pas être développée, même si elle va apparaître à l'improviste, on va le voir, dans un texte de circonstance. Quant à la figure du nous dual, elle va être approfondie par l'élucidation du phénomène de la rencontre. On entre dans la deuxième partie. Pour qu'il y ait une tension entre deux individus, la tension ikki par exemple, il faut tout d'abord qu'il y ait une rencontre duale que Kuki considère comme le sens nodal de la contingence. Remarquons qu'une rencontre est par définition contingente. Elle ne peut être prévue par les lois de la causalité ou constituée par les hommes. Rappelons d'ailleurs avec Kuki que le caractère de gu, de guzen, suppose l'idée de dualité de la rencontre. Et ajoutons même que le mot français, contingence, le mot latin, signifie étymologiquement contact, contingence, entre deux choses, autrement dit, une rencontre. La rencontre, par définition, imprévue par la raison, n'est pas identifiée par elle. Si elle était prévue, identifiée, il ne s'agirait pas d'une rencontre, mais d'un rendez-vous ou d'un mariage arrangé, constitué par des sujets. La rencontre n'est pas constituée par qui que ce soit, mais toujours se donne elle-même. La rencontre est un phénomène du nous, et même le phénomène par excellence qui fait être le nous, un phénomène commun à un je et à un tu, formant par là même un nous, le nous dual,
et faisant émerger simultanément la différence entre les deux. La rencontre contingente, c'est le phénomène du commun qui va de pair avec la différence. C'est seulement parce que nous nous rencontrons que nous nous rendons compte de nos différences individuelles. Autrement dit, le nous de la rencontre se donne et simultanément, les individus sont donnés par cette rencontre. De ce point de vue, le couple conceptuel pertinent n'est pas l'opposition entre l'identité et la différence, le même et l'autre, mais la simultanéité du commun et du différent, ou du commun et de l'individuel. Et par conséquent, la communauté se distingue de l'identité. Ce qui nous est concrètement donné est le nous comme communauté et non pas l'identité, laquelle n'est qu'une construction a posteriori. Ma thèse est donc bâtie sur cette tension conceptuelle qui existe chez Cookie entre une logique de l'identité et le concret donné, qui s'est donc avéré être ce commun différentiel. C'est ici que la théorie de Leakey et la théorie de la contingence se distinguent, alors qu'il s'agit dans les deux cas de s'intéresser à un concret donné en tant que nous. Dans la structure de Leakey, on l'a vu, Cookie a élucidé un nous dual comme tension intersubjective, mais a aussi posé, en tant que principe, le nous ethnique comme donné immédiat. Dans le problème de la contingence, Cookie ne traite plus du nous ethnique, mais seulement du nous dual comme rencontre entre un je et un tu. Seule la rencontre permet de rencontrer un individu contingent, alors que la compréhension ethnique ne fait qu'identifier l'identique, en l'occurrence le nous ethnique. Le fait contingent lui-même ne peut être subsumé sous l'universel, mais ajoutons-le, il ne peut pas non plus être subsumé sous l'espèce, la communauté ethnique. Le donné contingent, le donné individuel, déborde aussi bien la signification universelle que la signification ethnique. En effet, l'individualité de l'individu rencontré ici et maintenant déborde les mots, qui sont toujours les mots d'une communauté collective. Je puis bien surnommer quelqu'un, une personne, homme, femme, parisien, etc. Mais ce qui fait d'elle un individu différent des autres, c'est-à-dire son individualité, est indicible. Un mot saisit d'ailleurs par définition ce qui est commun entre les individus, par exemple parisien. Mais jamais l'individualité de l'individu, ce parisien-là. S'il peut y avoir des phénomènes culturels dont la signification déterminée se ferait un chemin à travers la langue, il est donc au moins un phénomène qui ne se laisse pas subsumer sous la langue, l'individualité du contingent rencontré ici et maintenant. Autrement dit, toute l'expérience n'est pas complètement identique à la langue, qui est le lieu de l'identification. Nous pouvons donc voir chez Cookie le passage d'un intérêt pour un phénomène constitué par la langue, dans la structure de Leakey, à un phénomène qui la déborde dans la théorie de la contingence. Dès lors, le peuple ethnique est-il une véritable communauté? Nous l'avons défini plus haut comme communauté historico-culturelle qui peut avoir ou non une nuance raciale. Mais en fait, il est moins une communauté qu'une identité, ou plutôt, il est un objet hybride, ni simple identité, ni communauté véritable. Étant donné que le ko de commun est ce qui est commun à des individus différents, ce qu'en japonais on appellerait kyōtsu no mono, la communauté suppose de l'autrui individuel, de la différence en son sein, alors que le peuple ethnique est posé par le nationalisme ethnique en tant qu'identité ethnique contre d'autres identités, en tant qu'identité de corps, ce qu'en japonais on appellerait kyodo-tai, confère kokutai. Étant par définition différent d'autres ethnies, il suppose autrui, mais de l'autrui ethnique en dehors de lui-même, et non pas en son sein. Alors qu'en son sein, il exige l'homogénéité et non pas la différence. C'est pourquoi le nationalisme ethnique a tendance à nier l'individualité des hommes. La communauté comme identité de corps est en fait la rigidification du commun véritable au sens phénoménologique qu'on a vu. Mais l'identité ethnique d'un tel peuple n'est pas non plus une simple identité. Elle se fonde sur le principe logique d'identité, à savoir que
l'identité ethnique doit rester identique, la même, A égale A, c'est le principe d'identité, mais en vérité, en fait, elle est une fausse incarnation du principe d'identité, car elle s'est posée en supposant et en s'opposant à de l'autre ethnique qu'on pourrait appeler B. C'est une identité factice au sens propre du terme, du français, construite. Revenons au moment de la rencontre. Que faire alors de cette rencontre dans un monde sans cause finale où tout apparaît selon la rencontre fortuite? Pour Cookie, l'enjeu pratique est de vivifier, tirer parti existentiellement du contingent donné par la rencontre. Cette vivification du contingent se fait par ce qu'il appelle son assimilation et son intériorisation. Je le cite, c'est dans la citation B. La relativité duale qui forme le contingent constitue la socialité radicale en ouvrant partout l'intersubjectivité. Le sens de l'action dans la praxis doit résider dans le fait d'assimiler et d'intérioriser le tu de la socialité intersubjective vers l'identité concrète du jeu qui existe. Il s'agit là d'un mouvement de la praxis qui, à partir de la rencontre fortuite, ouvrant les rapports entre sujets et donc les relations sociales, finit dans le moi intérieur, caractérisé par l'identité. Le vocabulaire qui domine la conclusion du problème de la contingence est d'ailleurs celui du même, do, on agit, celui du principe d'identité, en japonais doitsuitsu, sur lequel Cookie insiste et qui est endossé par le moi. En vertu du principe d'identité, se font l'identification et l'assimilation de la contingence du tu vers l'identité du moi. Or, doka, ou assimilation, suppose que celui qui assimile, d'une part, et d'autre part, celui qui est assimilé, deviennent un seul corps. Contrairement à ce qu'il avait soutenu dans la structure de Leakey, Cookie n'évoque pas explicitement la réciprocité dans le problème de la contingence, insistant surtout sur la thématique de l'identité du jeu et ne faisant apparaître autrui que pour être intériorisé et assimilé. On ne voit pas ce que devient autrui après l'assimilation. On passe ainsi de la dualité commune différentielle apparaissant par la rencontre à l'un provoqué par l'assimilation. Il s'agit là d'une caractéristique de la philosophie de Cookie sur laquelle les commentateurs ne se sont pas attardés, ces derniers ayant manqué l'importance déterminante du principe d'identité dans sa pensée. Cette assimilation de la contingence est ce qu'on pourrait appeler un existentialisme de l'amour du destin, qui se fonde aussi sur une logique de l'identité. Cette rencontre, qui en tant que telle ne m'était en rien destinée, phénoménologiquement, eh bien, je la considère du point de vue de l'action comme quelque chose qui m'était en fait prédestiné, qui était prêt comme tel dans un passé, c'est-à-dire au fond comme une répétition de l'identique. Ainsi, je fais retour à l'identité du moi. La vivification de la contingence est une véritable conversion du regard due au principe de l'identité du moi. Nous voyons ici l'ambivalence de la philosophie de Cookie. D'une part, une philosophie à caractère phénoménologique qui laisse apparaître la dualité du nous comme iki ou comme rencontre avec autrui. D'autre part, une philosophie existentielle qui transforme le contingent en destin en l'affirmant, c'est-à-dire en l'assimilant dans l'identité de l'un. Cette ambivalence se retrouve explicitement dans un exemple présenté à la même époque. En 1936, Cookie affirme dans un article publié dans la revue Kaizo, « Nous aurions pu être américains, français, éthiopiens, indiens, chinois ou citoyens d'un autre pays. Que nous soyons japonais et contingents. » En 1937, dans une conférence radiophonique, il dit « Nous pouvons penser que nous aurions pu être américains, français, éthiopiens, indiens, chinois ou membres d'un autre pays. Que nous soyons japonais et notre destin. » On le voit, le terme contingent est remplacé par notre destin, wale wale no ume.
Comment ne pas penser au nous, wale wale, que Kuki considérait dans la structure de l'Iki comme identité ethnique du peuple, Minzoku. Il ne s'agit pas d'un simple nous dual avec deux individus, avec un je et un tu, mais bel et bien ici de l'identité du nous ethnique japonais. Selon sa pensée existentielle, sa philosophie a ici penché vers le pôle destin. Je le cite. L'homme doit aimer son propre destin et devenir un seul corps avec le destin. N'est-ce pas le contexte de crise, on est en 1937, qui a fait ici pencher la philosophie de la contingence vers le pôle de l'identité du destin, non seulement vers l'amor fati, l'amour du destin de l'existence individuelle, comme c'est le cas du problème de la contingence, mais vers l'amor fati du nous ethnique, c'est-à-dire vers la communauté de corps et de destin. Concluons sur le phénomène de la crise. Ce qui est intéressant avec la période de la crise, mais surtout à partir du début de la guerre sino-japonaise en 1937, c'est qu'elle révèle des points communs entre des courants idéologiques qui semblaient de prime abord opposés les uns aux autres. Et l'on revient au troïsme. Ceux qui ont soutenu la guerre et ce qu'on appelle, après les Américains, l'ultranationalisme, ne sont pas seulement ceux qui, avant la guerre, se réclamaient explicitement d'un nationalisme ethnique ou du fascisme. Les fascistes, au sens strict, sont d'ailleurs restés minoritaires au Japon, mais aussi de nombreux marxistes et libéraux. La succession idéologique décrite par les histoires intellectuelles entre libéralisme de Taisho, marxisme et nationalisme de Showa ne s'est pas seulement opérée entre des périodes ou des générations distinctes les unes des autres, mais aussi au sein même d'une génération d'intellectuels. Il s'agit de véritables passages. Ceux qui étaient à l'origine individualistes universalistes dans les années 1910 sont devenus nationalistes dans les années 1930. Ceux qui célébraient l'individu et l'humanité à l'ère Taisho, par exemple Mushanoko Ojisaneatsu, Kurata Hyakuzo, Takamura Kotaro, pour ne citer que les plus connus, sont nationalistes 20 ans plus tard, soutenant explicitement l'État japonais dans son effort de guerre. Quant aux communistes, nombreux sont ceux qui ont déclaré leur réorientation, le fameux Tenko, en abandonnant le marxisme et en proclamant leur fidélité à l'empereur, notamment à partir de 1933. Or, il me semble que les passages entre les moments individualistes, marxistes et nationalistes soient compréhensibles d'un point de vue conceptuel. Dans ces trois courants, le moment du commun est extrêmement faible. Les intellectuels influents de l'ère Taisho posaient séparément, d'une part, un universel abstrait, c'est-à-dire l'humanité, et d'autre part, l'individu abstrait, c'est-à-dire un moi indépendant de son milieu et d'autrui. Les nationalistes de l'ère Showa, quant à eux, posaient séparément une espèce ethnique qui est une entité tout aussi abstraite, sans non plus réfléchir sur le commun, ce qu'il y a de commun entre les individus. Ce qui est mis en avant, c'est en fait le point de vue de l'identité du moi individuel qui s'est hypertrophié en un nous ethnique. Malgré l'apparence de concrétude de l'idée nationaliste de peuple avec sa culture et son histoire spécifique, elle est en fait aussi abstraite que l'individu célébré par les jeunes intellectuels de l'ère Taisho. C'est une identité monolithique coupée de son environnement. En somme, l'individualisme, le nationalisme, mais aussi le marxisme, avaient un même mode de pensée, la logique de l'identité, qui part d'une identité monolithique indépendante, individu, peuple ou classe, qui après coup serait en relation d'échange ou de conflit avec d'autres identités, avec un autre individu, avec un peuple étranger, avec une autre classe. Le caractère complexe du commun entre des individus différents qui se rencontrent n'est pas pris en compte. Et malgré l'effort de Kuki de penser un nous qui ne soit pas une identité, et cet effort est source d'inspiration pour nous autres qui sommes aussi confrontés à une situation de crise. On a retrouvé dans sa conférence l'hypertrophie de l'identité du moi en identité ethnique, montrant jusqu'au bout l'écartèlement du concept de nous entre la logique de l'identité et ce que j'ai appelé la communauté véritable.
Alors pourquoi Kuki? À l'origine, avant de me mettre à travailler sur la philosophie japonaise, je me suis dit que me plonger dans les philosophes japonais comme ça, ce serait difficile. Donc en fait, je suis parti d'un philosophe que j'avais lu beaucoup en classe préparatoire et au début de mon master, Bergson. Et j'ai écrit en mémoire de master sur la réception de Bergson au Japon, pour que ce soit pas trop difficile, pour commencer par pour qu'il y ait un pont, voilà, entre les deux. Et là, j'ai travaillé sur j'ai lu plusieurs philosophes, et donc Kuki m'a intéressé le plus. Oui, et juste pour ajouter, plus philosophiquement, Kuki parle de croisement entre phénoménologie et métaphysique. Donc quelque chose qui est censé être très concret, la phénoménologie, et vous l'avez vu pendant mon exposé, il y a un côté très spéculatif, très logicien chez Kuki. Et justement, moi, je m'intéressais à l'époque, à travers Bergson justement aussi, à ce rapport entre la philosophie qui se veut proche de la réalité concrète et l'aspect très spéculatif que la philosophie possède toujours. Voilà, donc Kuki émettait cette idée, donc ça m'avait beaucoup intéressé. Je suis entièrement d'accord avec vous, bien sûr. Alors Kuki ne le dit pas. Kuki dit même que l'iki n'est pas l'amour, mais on peut faire l'interprétation selon laquelle l'iki pointe du doigt le moment essentiel du phénomène érotique. Mais même au-delà, on pourrait dire que toute relation humaine intersubjective est faite de rapprochement et d'éloignement. Alors peut-être pas qu'on dirait séduction dans tous les cas, mais au moins on essaye toujours de se rapprocher de l'autre, de comprendre l'autre, et il y a toujours un moment de bravade si l'autre nous embête, et aussi de résignation, par exemple, quand on dit de toute manière on ne peut pas plaire à tout le monde, enfin vous voyez ces genres de choses. Alors bien sûr, oui, en ce sens, on peut même faire une interprétation encore plus universaliste et considérer que Kuki a pointé du doigt l'essence même de toute relation humaine, qui est toujours une relation interhumaine, comme j'ai voulu le montrer aujourd'hui. Ningen desu ne, entre humains. Et pour ajouter juste, et justement l'homme iki, c'est celui qui arrive à trouver un bon équilibre entre les trois moments avec tout être humain. Et pas seulement dans les rapports de séduction. Merci beaucoup pour cette question très intéressante. Moi, je pense que la digitalisation, c'est un phénomène superficiel. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, en anglais, en baragouinant l'anglais, on parle à un Américain de l'autre bout du monde, à un Brésilien, etc. Vous voyez, c'est un peu l'utopie de la démocratie mondiale par Internet. Ça, vraiment, je n'y crois pas du tout. Je pense que si demain, il y a une guerre, une vraie crise politique, notre destin, le moment de notre destin va apparaître. Parce que je pense que la logique de l'identité, même si elle n'est pas principielle, originaire d'un point de vue phénoménologique, je pense que la logique de l'identité a la vie dure. Et d'autre part, parce que le digital, ça c'est un rapport avec le gutai, le côté affectif, le digital, on ne voit, au mieux, on voit la personne, mais on ne le sent pas, on ne le touche pas, on ne le sent pas, l'odorat, etc. Alors que quand on vit en communauté, alors bien sûr, il y a un côté factice qu'on a vu tout à l'heure, l'identité ethnique est quelque chose de factice, mais
un Japonais, concrètement, il vit avec d'autres Japonais, même s'il y a des étrangers, etc. Et ce côté affectif peut faire augmenter l'intensité de la communauté de corps et de destin du jour au lendemain, avec le moment de crise. Hein. La Première Guerre mondiale, en France, en tous les cas, c'était incroyable. Le problème de la contingence, donc, qui a été Guzen Senon Mondai, qui a été traduit en français par Omodaka Hisayuki, qui est un disciple de Kuki et un des grands pionniers après Kuki des études sur la philosophie française au Japon. Et donc, alors, c'est pas Kuki qui a traduit son titre Problème de la contingence. Il était mort, hein, ça a été traduit en 1966. En revanche, je pense que c'est une bonne traduction. Alors, qui m'avait dit ça? Monsieur Lozeran, hein, mon directeur de recherche, m'avait dit, oui, peut-être qu'on devrait traduire par problème c'était quoi déjà? Hasardité. Mais comment dire? Il y a une chose, c'est on a le droit de traduire ainsi, parce que tout d'abord, philologiquement, Kuki traduit Guzen aussi bien hasard que contingence. Et ça, c'est parce que Kuki a donné des cours sur la philosophie française. Et par exemple, je crois que c'était Octave Hamelin, parle de hasard, et il traduit hasard par Guzen. Et par exemple, la contingence de Boutroux, il traduit par aussi Guzen, Guzensei. Et deuxièmement, plus profondément, plus philosophiquement, on a le droit de dire ça parce que la contingence, dans l'histoire de la philosophie, c'est un concept de la logique modale. Depuis Aristote, ça veut dire ce qui peut ne pas être. Je ne suis pas entré là-dedans parce que ça allait être un peu trop compliqué. C'est ce qui peut ne pas être. Donc c'est un concept modal. Et le hasard, eh bien, c'est quelque chose qui paraît plus concret. Et typiquement, le hasard par excellence, c'est la rencontre. Quand on dit « ah, c'était un hasard », en général, on parle de rencontre quand on parle de hasard. Et justement, la philosophie de Kuki dit il y a 3 types de contingence dans le problème de la contingence. Et l'individu, ça c'est tout. Les trois définitions, d'ailleurs, ça vient d'Aristote. Mais l'originalité de Kuki, c'est d'avoir dit que la contingence, enfin, Guzen en tant qu'individu et Guzen en tant que possibilité, c'est-à-dire le concept modal, se réduisent à la rencontre, au phénomène de la rencontre, c'est-à-dire le hasard. Donc c'est possible à mon sens, philosophiquement aussi, de traduire contingence, Guzen par hasard et contingence.